BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Si vous doutez encore des cas d'usage concrets du Web3, vous êtes au bon endroit. On va voir ça dans un instant avec Karen Jouve. Bonjour Karen. Bonjour et merci de me recevoir. Avec grand plaisir, c'est ta première sur le plateau du club BFM Crypto. Tu es CEO et cofondatrice de Doors Consulting Group. On en parle dans un instant. On est aussi avec Valentin Demey qui est à Angers en direct avec nous. Bonjour Valentin. Bonjour, directeur des contenus chez Crypto, c'était CEO de Cube3. Et Valentin, dans l'actualité, c'est après Coinbase, c'est Kraken, un des plus vieux exchanges crypto, qui vient d'obtenir son enregistrement pour proposer ses services en Espagne, mais aussi en Irlande. Kraken était déjà actif en Europe, Valentin ? Oui, Kraken, effectivement, vous le soulignez, Amaury, c'est l'une des plus anciennes plateformes de crypto-monnaie de l'histoire des cryptos. Justement, on a à peu près tous, pour ceux qui ont démarré un petit peu avant le bull run 2017, 2018, ou en tout cas dans ces eaux-là, étaient passés par Kraken. Donc on connaît bien cette marque-là, avec un PDG qui était très très connu là aussi et qui se prononçait beaucoup dans le cadre de la première partie de la réglementation entre 2017 et 2020. Et aujourd'hui, effectivement, Kraken continue son expansion en Europe. C'est une plateforme qui cherche à s'installer et être de plus en plus régulée. Aujourd'hui, effectivement, comme Coinbase, elle vient d'obtenir un enregistrement important, deux en l'occurrence, donc celui d'e-money institution en Irlande et celui de VASP en Espagne, qui lui permettra du coup de proposer tous ces services juste avant MiCA. On sait là aussi que MiCA, le règlement MiCA arrive l'année prochaine et puis l'année suivante, ça dépend des différents degrés d'implication des plateformes, puisque c'est l'uniformisation, on le rappelle, de la réglementation européenne, inspirée sur la réglementation française. Donc ça permet là, de nouveau, à ces échanges de s'installer dans des pays clés en Europe avant cette uniformisation. Et c'est là aussi un des paris de l'Espagne qui joue le même credo que celui de la France avec Jean-Noël Barrot. On a des grandes voix importantes du gouvernement espagnol qui se positionnent en faveur des actifs numériques. Et là, on le sait, Kraken a tenu par ailleurs, à travers son annonce, à souligner l'importance de la clarté réglementaire et nous signale effectivement que cette expansion européenne passera en partie par l'Espagne et que la vague de réglementation européenne se fera pas qu'avec la France, mais avec de très grands États, dont l'Espagne. On parle de l'Espagne, de l'Irlande. Valentin, quel est le pays européen le plus en avance sur le Web3 ? C'est la France ? C'est toujours compliqué de répondre à cette question. Je me ferais taper dessus si je répondais à côté. En vérité, la France est quand même bien positionnée. Je le disais, le règlement qui arrive là, MiCA, a beaucoup été inspiré des échanges et de la loi Pacte qui est en vigueur en France depuis 2017. C'est tout le travail de l'AMF et des différentes personnalités de l'écosystème qui ont bâti cette réglementation. Je pense notamment à l'ADAN. Vous recevez beaucoup Faustine Fleuret et tous les acteurs de l'ADAN qui ont participé à ces échanges. Donc la France est bien positionnée. La France est pas trop mal positionnée non plus dans ce qui concerne l'adoption des actifs numériques. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais il y a 10% des Français qui détiennent des actifs numériques aujourd'hui dans leur portefeuille. Donc c'est pas trop mal. Maintenant, on peut vite perdre cette place de leader. On peut vite se faire doubler. Parce que ce qui nous a permis d'avoir des géants, ce qui nous a permis d'avoir des entreprises étrangères qui mettent leur siège européen en France pourrait très vite faire autrement lorsque la réglementation sera uniformisée sur le continent. Donc cet avantage qu'on a, il faut continuer de le creuser et on verra quels sont les efforts qui sont mis en place justement par la réglementation, par le gouvernement, par les entreprises pour garder cette place qui pourrait vite nous être piquée par peut-être l'Espagne ou d'autres voisins européens. On va parler dans cette émission avec Karen dans quelques instants de l'adoption des entreprises françaises en termes de Web3. Mais d'abord, Valentin, tu parlais de MiCA qui entrera en vigueur l'année prochaine. Est-ce que ça va faciliter ou au contraire compliquer la venue de nouvelles plateformes crypto en Europe, comme c'est le cas de Kraken par exemple ? L'objectif, évidemment, c'est de les encourager à venir. Le sujet aujourd'hui, c'est que la réglementation, elle est très franco-française. Donc, même si on a été leader, ça ne concerne qu'un marché de 60 millions d'habitants. L'objectif d'en faire un règlement continental, c'est que déjà le marché sera plus grand. Il n'y aura pas non plus de problématique de concurrence déloyale vis-à-vis de nos voisins européens. Donc, pour tous ces points-là, il y a un intérêt stratégique. Et puis, le dernier, et c'est ce que soulignait justement Kraken en s'installant
en Espagne, c'est qu'il faut de la clarté réglementaire. On a nos voisins aux États-Unis qui sont en train de faire n'importe quoi d'un point de vue de la réglementation, ce qui fait que, eh bien oui, les plateformes, les géants, on l'a bien vu d'ailleurs, Coinbase qui arrive en Irlande se félicite d'arriver en Irlande. Je n'ai pas l'habitude de voir des énormes entreprises américaines se féliciter d'arriver dans quelques pays stratégiques de l'Europe. Là, c'est le cas parce qu'on a très clairement une position dominante en tant que continent, que pays qui réglemente a priori de manière proportionnée et claire ses actifs numériques. On a déjà des géants qui sont en Europe, qui sont natifs des pays francophones, qui sont natifs de l'Europe. Je pense, pour rester sur l'hexagone, à Ledger, une de nos licornes qui sécurise une grande partie des crypto-monnaies dans le monde. Je pense évidemment à Sorare, qui est la deuxième licorne, ce jeu de fantasy football qui est valorisé à un peu plus de 4 milliards de dollars. Donc on a les usages, on a une réglementation claire, on a des utilisateurs. Je disais, 10% de Français qui détiennent des actifs numériques en France, c'est important. Ça nous met dans le top 5 en Europe en termes de détention, si je ne dis pas de bêtises, d'après le sondage ADAM KPMG Ipsos de 2023. Donc on a à peu près tout en place, alors que nos voisins américains, on le voit, la SEC tape dans tous les sens, on le voit, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on le voit, les plateformes sont accusées de tout et de rien par justement Gary Gensler, donc elles ont peur d'innover. Donc là, effectivement, il y a un fossé propice à la réussite de l'Europe et les entreprises font le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elles partent pour certaines des États-Unis pour s'installer en Europe et ailleurs. Il y a aussi Dubaï, il y a aussi les Émirats Arabes Unis qui jouent leur carte du jeu. Mais voilà, c'est intéressant de voir que pour ce qui est de l'expansion, ça se fait du côté États-Unis-Europe. Et on a aussi quelques entreprises européennes. Je pense à Kiln qui permet le staking sur les Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. Kiln, avec son CEO Laszlo, va travailler avec Coinbase, donc fait aussi le travail inverse, là où Coinbase a du mal à trouver de la clarté, vient se reposer sur les entreprises françaises. Donc là aussi, c'est des géants qui font ce choix-là, et c'est au profit de l'Europe et de la France. Donc on verra comment ça marche, mais en tout cas, il n'y a plus que Christophe Colomb qui fait ce chemin-là pour ce qui est de l'expansion en tout cas. Une avance qu'on a en France et en Europe, en tout cas pour le moment, il faut qu'on la conserve au maximum. Et cette année, Valentin, le marché crypto a repris quelques couleurs, en tout cas si on le compare à celui des NFT qui a l'air, en tout cas pour l'instant, complètement éteint. On y voit plus clair grâce à l'analyse on-chain qui, je le rappelle, est le fait de lire et analyser les différents mouvements qui ont lieu sur la blockchain. Chez vous, chez Crypto, c'est Profstein qui fait ça, qui allait regarder tout ça pour commencer sur quelle métrique il se base, Valentin. Alors effectivement, c'est ce que vous précisiez, Amaury, l'analyse on-chain, c'est la capacité à ouvrir la blockchain et à essayer de comprendre ce qui s'y cache, parce que, je le répète souvent, mais c'est vrai, elle est transparente, mais encore faut-il comprendre comment la lire. Donc l'avantage de ces technologies, quand on a des personnes qui savent le faire, et c'est le cas de Profchain effectivement à Cryptost, c'est qu'on peut comprendre de l'intérieur quels sont les usages, quel est l'intérêt du public vis-à-vis d'une classe d'actifs, en l'occurrence là c'est les NFT, et c'est plus difficile de mentir sur la blockchain que sur les réseaux sociaux, c'est évident. Donc on peut voir un peu plus de choses et un peu plus profondément. Donc quand on regarde ce qui se passe pour les NFT, effectivement les NFT ne sont pas dans leur période de gloire, ne sont pas dans les plus grandes périodes d'utilisation. Il faut croire que ceux qui utilisent la blockchain ne le font pas pour acheter des NFT en ce moment. Quelques chiffres. Pour déjà donner un peu de perspective, entre octobre 2020 et juin 2022, la part des NFT, elle est passée de 1%, donc au tout début, en octobre 2020, des transactions, à près d'un tiers des transactions quotidiennes qui étaient utilisées pour du coup acheter ou vendre des NFT. Donc c'était vraiment extrêmement important. Là, sur octobre 2020 à juin 2022, on a explosé les records. Donc ça, c'était la fameuse vague des NFT où on a entendu partout sur les médias les usages des NFT, les NFT pour des objets d'art, les NFT pour ce qu'on appelle l'utilité, donc détenir un NFT pour accéder à une soirée ou ce genre de choses. Ça a explosé entre octobre 2020 et juin 2022, je le dis, de 1% à un tiers des transactions sur les blockchains. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Si on focus un petit peu sur l'année 2023, je vais garder deux dates en tête, février 2023 et septembre 2023. Donc, c'est vraiment très récent. Eh bien, en février 2023, le nombre de transactions hebdomadaires dépassait à peine les 600 000 et aujourd'hui, on frôle à peine les 100 000 transactions. Donc là, on est entre février et septembre 2023. On passe de 600 000 transactions hebdomadaires pour acheter des NFT à 100 000 transactions hebdomadaires.
On voit que c'est OpenSea qui continue d'être devant, donc cette fameuse plateforme d'échange qui permet d'acheter et vendre des NFT sur Ethereum et d'autres blockchains, qui est toujours devant. Mais on a très clairement divisé par 6 l'activité du réseau en ce qui concerne l'usage des NFT entre février 2023 et septembre 2023. Et encore plus évidemment entre le top du top du top en 2022 et aujourd'hui. Et est-ce que l'analyse on-chain nous aide à y voir plus clair pour la suite? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine ou on ne peut pas voir pour le moment? Il semblerait que la tendance effectivement soit à la consolidation. Si on le projette un petit peu à ce qu'on voit sur l'analyse des cours avec Vincent Gann notamment, eh bien on est peut-être sur un prix où ça va range, où on est peut-être sur un prix qui stabilise avant de repartir. Mais c'est toujours ça, c'est difficile de le savoir. Ce qu'on sait en termes de prix en revanche, c'est que voilà, encore une fois en février c'était 400 000 Ethers de volume là, par hebdo, là c'est à peine 50 000. Donc on voit bien que l'activité a beaucoup baissé. On le sait que les grosses collections, et vous avez des experts à Amaury qui viennent en parler toutes les semaines ou en tout cas de manière mensuelle, comme John Carp, alors j'ai pas entendu, mais comme John Carp effectivement, si c'est ça que vous disiez, qui a l'air d'être rassuré parce qu'il y a eu une hype démesurée. Maintenant on retombe sur des volumes un peu plus traditionnels. On est donc autour de 50 000 Ethers de volume, à voir comment ça se profile. Mais sur les courbes, effectivement, on est vraiment au plus bas. Les grosses collections continuent d'attirer quand même de l'attention, mais tous les projets annexes, eux, n'intéressent plus personne et les volumes uniquement dans l'objectif de faire des achats-reventes et de spéculer sur les NFT, eux, sont à zéro, c'est certain. Donc peut-être qu'on est sur de l'épuration avant que ça reparte un petit peu à la hausse pour les NFT d'usage et les NFT de collection d'art. Comme tu le disais, Valentin, on suivra ça de très près dans les semaines qui viennent. On va suivre ce marché des NFT et on va se demander avec Karen si comment les entreprises, les grands acteurs traditionnels voient les NFT. Karen Jouve, je le rappelle, tu es CEO et cofondatrice de Doors Consulting Group. C'est intéressant parce que tu as commencé ta carrière dans le conseil en transformation digitale, donc dans le Web 2. À quel moment tu as vu qu'il y avait un besoin des entreprises pour le Web 3, dans le Web 3? Oui, tout à fait. Salut Amaury et merci Valentin pour l'introduction. Effectivement, j'ai des commentaires, mais je rajouterai après. Donc effectivement, j'ai la chance de diriger aujourd'hui un groupe où on a plusieurs marques et notamment Doors 3 qui est notre cabinet de conseil dédié au Web 3. Comme tu le dis, j'ai démarré dans le conseil, on va dire, plus traditionnel, même si on travaillait déjà sur des sujets disruptifs comme l'intelligence artificielle ou la blockchain. Moi, c'est vraiment à partir de 2017 où je me suis plongée dans ce sujet. Pour quelle raison? Parce que j'ai senti, au-delà effectivement de tout l'aspect philosophique de la blockchain sur laquelle je pense que vous débattez assez régulièrement, j'ai senti en fait l'intérêt business qu'il y avait et l'opportunité pour les entreprises d'aller sur ce type de technologie. On en reparlera après, mais parce que ça ouvre un champ énorme. Et puis il y avait aussi quelque chose d'assez personnel. On est face à une nouvelle vague, un nouveau sujet, et j'avais envie personnellement d'en prendre part. En tout cas, pour les entreprises, c'est vraiment une évolution et une révolution. Je pense qu'on en reparlera, mais j'aime bien présenter le Web 3 comme ça, à la fois une transformation technologique, grâce à la blockchain notamment, mais pas que, mais aussi une transformation profondément culturelle. On parlait des NFT, des cryptos, c'est un vrai changement de code, un vrai changement culturel pour les entreprises que d'aller sur ces nouveaux terrains de jeu pour adresser aussi des nouvelles audiences. Tu as créé Doors 3 juste après la période d'euphorie, juste après le dernier bull run de 2021, on va dire. Euphorie totale où tout le monde, quasiment, voulait faire du Web 3, où c'était carrément une mode. Maintenant que l'excitation est retombée, en tout cas celle du grand public, qu'en est-il de la demande? Comment a été reçue une boîte de conseil comme Doors 3 par les entreprises, tout simplement? Alors effectivement, c'est vrai qu'au début, pas beaucoup y ont cru. Nous, on y croyait et je pense qu'on a eu raison, puisque 1 an et demi après, on est 15 collaborateurs et on a créé 4 marques. Et ça fonctionne plutôt bien. On accompagne un peu plus de 25 clients qui sont aujourd'hui des grands groupes ou des grandes organisations françaises et internationales. Effectivement, nous, notre conviction depuis le début, c'était d'amener à la fois de la passion, une maîtrise des codes et de la culture Web3 et l'exigence et la connaissance vraiment du métier du conseil, puisque avant tout, le Web3 pour les entreprises, c'est un projet de transformation. Ça peut paraître un peu basique, mais c'est avant tout un projet de transformation digitale. C'est un nouveau sujet d'innovation qui est porté en interne, qui peut être porté à tout niveau de l'entreprise, que ce soit par des directions IT, marketing, voire même RSE, finance, RH
ou surtout des directions générales. Et effectivement, dès qu'on s'est lancé, on a eu une demande énorme. On s'est aussi pas lancé pour rien, c'est parce qu'on avait déjà des clients, déjà des demandes. Mais elle ressemble à quoi la demande ? C'est-à-dire que les gens viennent vous voir avec un besoin spécifique en vous disant est-ce que le Web3 peut y répondre ? Ou alors ils viennent vous voir en disant juste nous, on veut faire du Web3. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que nous, effectivement, on s'est lancé à un moment où on était sur la fin de cette phase vraiment d'euphorie, de spéculation dont parlait Valentin, qui a été plutôt un moment positif pour nous, puisque à l'inverse, ce qu'on a expliqué au corporate, justement, c'est qu'on ne devait pas s'inscrire uniquement dans cette logique de je suis une marque, je fais des NFT, je génère des millions. C'est pas de cette manière-là qu'on va accompagner cette transformation digitale de long terme et avec une vision vraiment durable. Nous, on croit plutôt à ce qu'on appelle le Powered by Web3, c'est-à-dire prendre des grands piliers stratégiques des grands groupes, des marques, et voir de quelle manière les outils en fait amenés par le Web3, donc que ce soit la blockchain, la crypto, les NFT, mais aussi le métaverse, les mondes immersifs, peuvent venir les aider à accélérer ces enjeux de transformation. Et quelles sont les industries qui viennent le plus vous voir, les industries sur lesquelles il y a le plus de besoins par rapport au Web3 ? Oui, tout à fait. Alors, pour revenir aussi sur ta question, on a des demandes très différentes. On a eu au début beaucoup de demandes sur de l'acculturation, parce que ça reste un sujet nouveau, et je crois que c'est aussi la vocation de BFM Crypto, mais en tout cas, voilà, d'accompagner aussi ce nouveau mouvement en comprenant bien les enjeux. Beaucoup de missions de cadrage stratégique. Voilà, les entreprises qui ont compris qu'il ne s'agissait pas juste de lancer des drops NFT, mais de vraiment réfléchir à une stratégie de long terme, se dire comment le Web3 va impacter mon futur, et ensuite des projets de déploiement, et on pourra en citer quelques-uns. Et effectivement, parmi les secteurs, on voit qu'il y a des tendances très fortes. Dès le début, il y a des secteurs comme le luxe, le retail, le sport, les services financiers qui ont été très porteurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça répond naturellement à des enjeux qu'ils ont aujourd'hui, et c'est assez naturel pour eux d'aller sur ces sujets-là. Et inversement, des secteurs qui étaient un peu plus balbutiants au début et qu'on a vu arriver en trombe, et d'ailleurs ça se trompe pas, on a un certain nombre de clients là-dedans. Je citerai notamment l'industrie, et au premier rang desquels l'industrie automobile. On a vu une explosion en 2023 du nombre de cas d'usage chez les constructeurs, mais pas que, les équipementiers aussi. Concrètement, par exemple, lesquels dans l'industrie automobile ? Alors par exemple, nous on a le plaisir d'accompagner le groupe Renault et toutes ses marques. On a notamment la marque Renault et la marque Alpine qui font figure de proue, je pense quand même, sur les sujets Web3, avec une vision stratégique intéressante des premières activations. Mais on a aussi d'autres exemples concrets, soit dans l'industrie vraiment, donc sur des sujets plus de supply chain, de traçabilité, soit sur des sujets plus d'expérience client. On a vu les exemples, typiquement, voilà, il y a eu des exemples avec Volkswagen par exemple, avec Fiat, on a eu Porsche, même si tout n'a pas fonctionné, c'était un exemple assez intéressant. Et justement, on voit que les cas d'usage ont été complètement différents. L'automobile, c'est un laboratoire assez intéressant justement pour voir l'immensité de la palette en fait qui est possible. Et on voit arriver de plus en plus aussi des nouveaux secteurs, par exemple le secteur public, les télécoms, donc des secteurs qu'on attendait un petit peu moins. Le secteur public par exemple, quelle est leur demande par rapport au Web3 ? Oui, alors tout à fait. Nous, on travaille avec certains acteurs. Les demandes sont là aussi très différentes. On voit que, par exemple, récemment, le ministère de la Défense s'est lancé dans le métaverse pour des sujets notamment de visibilité, de recrutement. Nous, on travaille avec des collectivités qui s'intéressent au sujet du Web3 pour venir repenser premièrement leur business model et leur écosystème avec l'ensemble des opérateurs économiques de la ville, mais aussi pour repenser l'expérience client de demain pour une ville touristique, par exemple. Comment réussir à targeter des audiences à travers le monde. Valentin parlait de Dubaï, c'est ce qu'a très bien fait Dubaï par exemple, qui investit aujourd'hui des milliards sur la thématique du métaverse. On a aussi des acteurs publics sur le domaine de l'éducation par exemple, qui s'intéressent à la logique de certification, d'authentification des diplômes. Et puis on a évidemment le grand sujet qui dure depuis des années, avant même que nous on monte notre entreprise, qui est le sujet de l'identité numérique ou identité digitale, qui est portée depuis des années par le ministère de l'Intérieur et un certain nombre d'acteurs économiques dont on débat assez régulièrement et qui, je pense, est un sujet clé pour les années à venir. Et dans le Web3, il y a différentes verticales. On peut trouver les NFT, la finance décentralisée, le métavers. Est-ce qu'il y a une verticale qui est plus demandée que les autres, en tout cas pour des cas concrets d'usage d'entreprises traditionnelles ? Alors c'est une super bonne remarque parce que souvent le Web3 c'est pas compris. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont se dire le Web3 c'est les cryptos, le Web3 c'est le métaverse, le Web3 et le métaverse ça n'a rien à voir. Donc il y a aussi un espèce de buzzword qui s'est créé autour de ce mot et c'est important de remettre aussi la définition et de parler de transformation globale, de nouvelle génération du web où on a des nouvelles technologies mais aussi des technologies plus anciennes qui arrivent à maturité comme la réalité virtuelle par exemple. Quand on regarde effectivement les verticales, nous c'était assez impressionnant de voir qu'au début on a été énormément sollicité sur les NFT.
Tout le monde voulait faire des NFT, tout le monde voulait d'ailleurs générer des revenus. Ensuite, il y a eu, et il y a encore énormément, toute la logique de fidélisation, donc autour des NFT, mais pas que. Donc cette logique vraiment de loyauté. Créer des communautés, c'est ce genre de choses. Créer un peu le programme de fidélité 3.0. On a eu l'exemple récemment de Lufthansa, par exemple. Nous, on accompagne beaucoup de clients sur ces sujets-là. On a évidemment la verticale blockchain. Alors nous, pour avoir démarré en 2016, tout le monde voulait faire de la blockchain, mais c'était pas très compris parce que c'était encore du ressort des directions IT. Pour le coup, c'était plus les directions IT qui voyaient cette prospective et qui se disaient c'est intéressant, mais pour les autres directions, c'était incompréhensible parce qu'il y avait une vision technocentrée. On ne parlait pas de cas d'usage, on ne comprenait pas vraiment l'intérêt qu'il y aurait pour les utilisateurs. Mais aujourd'hui encore, il y a énormément de projets blockchain, notamment sur des sujets autour de la sustainability, par exemple. Les sujets RSE qui sont des piliers stratégiques des grands groupes. On ne peut pas considérer de faire un projet Web3 sans penser à des piliers RSE. Et puis, on a eu la vague métaverse. Parce qu'effectivement, avec forcément aussi tout le poids médiatique autour de ce mot, nous, on a eu énormément de sollicitations à un moment sur le métaverse. Puis ça s'est calmé depuis. Voilà, tout ça, j'allais dire, c'est un peu calmé. Aujourd'hui, on a, je dirais, des projets sur un peu tous ces sujets-là. On a beaucoup d'enjeux aussi sur les sujets gaming qui amènent un attrait particulier, par exemple, pour des marques de luxe, de sport ou de retail. Et puis, on a le sujet quand même de la DeFi, donc la finance décentralisée, qui arrive en trombe. On est nous-mêmes membres de Finance Innovation et on accompagne un groupe de travail avec l'ensemble des acteurs bancaires et assurantiels. Ce sujet vraiment de la tokenisation, de la finance décentralisée, qui est vraiment aussi au devant de la scène. Et rapidement, sur le métavers, le monde virtuel qu'est le métavers, c'est quoi ? C'est circonscrit au gaming ? Ou alors tous les grands groupes français qui s'y sont mis, il y a quelques mois, on peut citer Carrefour, Casino, AXA, Assurance. On en est où ? Ils sont toujours dedans ? Ils y croient encore ou ils se sont un peu retirés de ces projets-là ? C'est un peu un mix. Le métaverse, c'est aussi devenu un très gros buzzword. Donc c'est aussi bien de se dire qu'est-ce qu'on met derrière, parce que beaucoup de grands groupes nous disaient je veux faire du métaverse, mais en fait finalement c'était des NFT, ou bien c'était uniquement de la réalité virtuelle, ou c'était du jeu. Donc nous, on accompagne ces cadrages-là et derrière, on exécute ces projets. On vient d'ailleurs de lancer le premier métaverse du sport français avec le Rugby Club Toulonnais, donc un club de rugby emblématique. Aujourd'hui, on voit deux tendances vraiment. Il y a une tendance plutôt sur le gaming, avec une prépondérance des sujets autour de Roblox et de Fortnite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des très grosses audiences jeunes. Et pour les marques, c'est entre guillemets un nouvel accès facile d'aller les chercher sur leur territoire, d'aller du coup faire de l'acquisition, de la rétention et de générer du revenu. Le métavers plus jeune pour l'instant. Un peu plus gaming. Et une tendance aussi sur le métaverse, mais pas tel qu'on l'imagine. Par exemple, le métaverse industriel, qui est une vraie réalité aujourd'hui au sein de beaucoup d'industries. Donc là, on n'est plus sur de l'industrie 4.0. On va mêler de la XR, de l'AR, de la VR. Ou bien encore, on a beaucoup de demandes sur le métaverse au service des RH. Donc comment demain réinventer, disrupter l'onboarding de nouveaux collaborateurs, la formation. Ouais. Alors voilà, il y a eu l'entretien d'embauche, donc tous ces cas d'usage. Donc c'est intéressant de voir aussi que sur le sujet du métaverse, c'est en train de se structurer. Nous, ce en quoi on croit aussi véritablement, c'est comment on va tirer le fil entre le monde réel et le monde virtuel. Typiquement, si je prends l'exemple de marques de luxe, comment je vais engager mes audiences en créant des programmes de fidélité, derrière les emmener dans un digital store pour leur permettre de manière complètement seamless et avec de l'omnicanalité d'accéder à un certain nombre de services. Et en fait, c'est ça finalement l'interface web de demain. Valentin, très rapidement, en quelques secondes, le 19 octobre, inauguration de Cube 3, incubateur Web 3 à Angers. Est-ce qu'il y a une verticale, dans toutes les verticales qui existent Web 3, il y en a une qui se dégage plus que les autres ? Bon, alors oui, c'est vrai que la finance décentralisée garde toujours une place un petit peu importante, surtout que, pareil, dans les réglementations à venir, ça sera l'un des gros sujets réglementaires en Europe et il y a une grande place à jouer pour la France sur ce sujet-là. Donc la finance décentralisée et là aussi, la tokenisation, ce qu'on appelle Real World Asset. Donc en fait, prendre les actifs de la vie réelle, les mettre sur la blockchain pour pouvoir avoir une fluidité et une capacité à les mettre à jour et à les transférer de manière instantanée. Ça devrait représenter plusieurs dizaines de milliards dans les prochaines années, juste cette thématique-là. Et c'est vrai que les entrepreneurs qui ont déposé des dossiers, qui ont été sélectionnés sur Cube 3, renferment pour les projets les plus importants dans ces thématiques-là. Finance même si décentralisée et tokenisation d'actifs. Donc voilà, on va suivre tout ça. Donc 19 octobre, inauguration de Cube 3. Merci d'avoir été avec nous. Valentin Demey, directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube 3, justement. Karen Jouve, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, CEO et fondatrice de Doors Consulting Group. À bientôt, Karen. Merci. Quant à nous, on se retrouve demain dès 15h. Bonne journée, bonne soirée. À demain.
BFM Business, BFM Crypto, le club.